RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine sociopolitique, toujours au cœur des questions d'actualité en République démocratique du Congo, tout comme ailleurs. Alors vous savez, chez nous, l'actualité reste dominée par cette guerre d'agression nous imposée par un pays voisin, le Rwanda. Et nous en parlons ce soir pour savoir quelles pistes de solutions pour retrouver la paix. Donc, après plusieurs années, plusieurs décennies de guerre d'agression de la RDC, nous abordons cette question avec un invité sur ce plateau. Il s'appelle Corneille Mulumba. Il est pionnier de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti cher à Etienne Tshisekedi wa Mulumba. D'heureuse mémoire. Bonsoir, monsieur Corneille. Bonsoir, monsieur Jacques. En forme? Mais ça va, ça va. Vous avez quand même une expérience à partager avec des générations, avec la classe politique actuelle, avec des générations futures. Nous avons traversé beaucoup d'événements et tout ça s'enrichit et il y a de quoi partager. Aux côtés d'Etienne Tshisekedi. Pas seulement. Etienne Tshisekedi, Kiba Samaliba, Ngalampanangila, Marcel Yaou, Faustin Birindwa, Vincent Boakiem et j'en passe. Alors, première question, 30 ans d'agression de la RDC par le Rwanda, par son voisin, en tout cas, 3 décennies de suite. Quelle lecture faites-vous de cette énième invasion du Rwanda en République démocratique du Congo? Moi, je pense que nous tapons à côté, dans ce sens que, oui, c'est vrai, Kagame tient le fusil, mais nous ne nous préoccupons pas du tout de savoir qui arme Kagame pour qu'il nous tire dessus et qui lui ordonne de nous tirer dessus. Nous devons nous interroger là-dessus. Et en s'interrogeant comme ça, alors peut-être qu'on peut approcher des solutions. Tant qu'on continue à dire le Rwanda nous attaque, on s'en sortira. Alors, quelle est votre lecture selon vous? Allez-y, vous avez la latitude d'expliquer ce moi, soir aux téléspectateurs votre vision, votre... Kagame n'est qu'un instrument, un jouet entre les mains des puissances occidentales. Ces puissances occidentales veulent contrôler les minéraux de la RDC, particulièrement ceux de la partie est du pays. Kagame trouve son intérêt dans son ambition d'élargir son espace en RDC. Alors, on le soutient, on l'assure qu'il va élargir son espace, et avec ça, il permet que les minerais du Congo puissent être fournis aux entreprises multinationales occidentales et créant des emplois et tout ça, particulièrement cette période. Donc, si on regarde, on ne cite pas les puissances occidentales, ces multinationales et gouvernements, alors on ne résoudrait jamais le problème. Parce que ça pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Entre-temps, plus le temps passe, plus les gens s'habituent, plus comment dirais-je, les gens sont déplacés, les populations sont déplacées, et ces populations déplacées sont remplacées par des populations rwandaises. Et cette fameuse MONUSCO qui est là, qui ne quitte pas le Congo, ce n'est pas pour rien, pourrait être un jour amené à sécuriser les habitants de cette partie du territoire qui serait malmenée, et ce serait la fin pour la RDC dans ses frontières actuelles. Donc, selon vous, ce sont les multinationales en collaboration avec le Rwanda qui sont en train d'agresser la RDC? Les multinationales, les gouvernements occidentaux... Qui exactement? Puisque vous parlez de gouvernements occidentaux. Les Américains, les Européens, l'OTAN, les forces de l'OTAN, là, en gros. Les Américains, les Français, les Britanniques, ce sont eux qui sont derrière, n'est-ce pas? Kagame a été formé par les Américains. Il a été placé par les Américains. Dans le cadre de conflits entre eux, concurrence entre eux occidentaux, le président Abiyarimana, proche de la France, a été renversé par Kagame avec le concours des Américains, qui ont formé Kagame.
Et avec ça, et le jour où l'avion de Abiyarimana a fait l'accident, qu'il est mort, mais c'est reconnu. Et Mme Albright, qui travaillait à ce moment-là à côté de Clinton, a dit désormais, l'Est de la RDC est à nous. Nous avons gagné parce que Abiyarimana était très proche des Français. Alors le problème était là. Mobutu était malade, gravement malade, il était mourant. Tout s'est joué pour l'après Mobutu. Et l'après Mobutu, c'était la récupération pour eux, le contrôle par eux de cette partie pour que les Chinois, avec leur offensive, ne viennent pas s'installer. Est-ce qu'il n'y avait pas lieu ou il n'y a pas lieu aujourd'hui, justement, de chercher ces minéraux de la RDC en passant par la voie légale, c'est-à-dire passer par le gouvernement de la RDC pour avoir ces minéraux? Y a-t-il une incompatibilité pour chercher à faire la guerre chaque fois? Nous faisons des sentiments avec des gens qui font des calculs. Pour quelles raisons viendraient-ils chercher l'autre côté alors qu'ils ont là-bas pour beaucoup moins cher? C'est ça le problème. Nous devons comprendre ça. Si nous voulons qu'ils viennent chercher ici et qu'ils ne passent pas le Rwanda, alors il faut empêcher que le minerai aille au Rwanda. Il faut occuper cette partie du territoire. Alors si on bloque là-bas, qu'on ne sait pas sortir, alors ils viendront le chercher par l'autre côté. Mais qu'avons-nous fait pour protéger? Vous savez... Justement, pourquoi 30 ans de guerre dans les mêmes provinces? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que le gouvernement central n'a pas fait qu'il aurait dû faire pour éviter justement ces genres de guerre? Mais d'abord, nous sommes la RDC avec 2 345 000 km². 410. 410, plus précisément. Mais, et puis avec les minéraux parmi les plus recherchés du monde, particulièrement aujourd'hui, à l'époque du problème du climat et tout ça. Que faisons-nous pour sécuriser ce territoire? La RDC aurait dû avoir une armée même de 3 millions, 4 millions, 5 millions de soldats pour être protégés. Qu'avons-nous fait? Et regardez par exemple, Rubaya. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que Rubaya. On dit que la RDC est parmi les plus grands producteurs mondiaux de cobalt, à peu près 60% du cobalt du monde, de coltan. Mais 50% de cette production est à Rubaya. Et Rubaya n'était pas protégé. Et ça fait des mois qu'on a pris Rubaya. Au moins, quand on a pris Rubaya, au moins 20% donc de la production mondiale est partie. Où sont partis? Non, les 20% sont partis. Jusqu'aujourd'hui, on fait pomper Rubaya. On pompe gratuitement. C'est ça le problème. Et c'est autant de pertes pour nous. Pendant que nous n'avons même pas de l'argent pour construire les routes, les ponts et les écoles, n'est-ce pas? Les minéraux, le coltan qui est minerai très stratégique aujourd'hui, mais on sait, le Rwanda, Kagame se sert et alimente les entreprises multinationales et occidentales. C'est ça le problème. Qu'avons-nous fait pour protéger? Justement, vous avez dit qu'il fallait qu'on se crée une armée dissuasive. Nous devons avoir, le problème est avant tout un problème de dissuasion. Si nous dotons la RDC d'une armée à la hauteur de sa nature, hein, je peux dire ainsi, 3 millions, 4 millions de soldats. Nous avons dans ce pays autant d'une diversité incommensurable des gisements miniers. Nous pouvons, comme on a voulu le faire avec les infrastructures, gager ou troquer ces gisements miniers contre les armes, contre les pays qui fournissent les armes, parmi les plus modernes, les plus sophistiqués. Avec ça, si nous sommes bien armés, si nous avons une puissante armée, alors on sécurise le pays. Il n'y aura pas de guerre parce qu'aucun pays voisin n'osera nous attaquer. Alors on sécurise nos compatriotes, on met fin à ces histoires de camps de réfugiés et toutes ces histoires-là. Alors, pour le moment, on est distrait. Pendant longtemps, on a continué à parler, parlant de M23, on a parlé de terroristes. Il a fallu des années presque pour commencer à parler qui sont instrumentalisés par le Rwanda. Et on continue à parler du Rwanda alors que si nous élaborons des stratégies conséquentes en sachant qui alimente, qui fournit, qui nous fait la guerre en réalité. Et si on comprend que c'est l'Occident, ok, c'est un premier élément. Alors maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire face à l'Occident? C'est ça le problème.
Alors, ce n'est pas le fait de nombreux voyages qu'on gaspille l'argent inutilement. Non, mais les voyages sont en train de payer, puisqu'aujourd'hui, Non. c'est cette diplomatie qui est en train de faire en sorte que le Rwanda soit désavoué par ses partenaires. Non, ne tombons pas dans les pièges. Quel désaveu. Il n'y a pas de piège, ce sont les faits. Quel désaveu. Attention. Les faits sont éloquents, monsieur Corneille. Non. On s'est fait manipuler, je m'explique. Oui, allez-y. Depuis 3 ans, les troupes forces rwandaises, avec ceux qui les soutiennent, ont avancé. Et à un moment donné, il y a un mois et demi, ils ont mis le paquet pour prendre Goma. Sommes-nous sûrs des forces qui ont attaqué Goma? Avec quel armement? Vous savez qu'il y a des militaires américains au Rwanda. Alors, on fait quoi? On met le paquet sur le Rwanda, sur Goma. Et puis maintenant on dit oui, le Rwanda doit quitter le territoire. Et on va sanctionner. Ça c'est des mots. Le fait est que le Kagame occupe notre territoire. Oui, je vous comprends, mais c'est un processus. Aujourd'hui, les aides au développement sont coupées vers le Rwanda. C'est coupé. Nous ne sommes pas en train de vanter les choses sur ce plateau. C'est la réalité. Ça, c'est des déclarations. Pour quelle raison couperait-il réellement les aides, en d'autres déclarations, les aides au Rwanda si le Rwanda les sert? Le Rwanda est comme une prostituée. Justement, là, c'est peut-être une contradiction par rapport à ce que vous dites, que c'est la communauté internationale, ce sont les multinationales en complicité avec le Rwanda qui agresse la RDC. Oui. Si tel était le cas, Oui. les pays occidentaux n'allaient peut-être pas prendre des mesures draconiennes contre le Rwanda comme c'est le cas depuis qu'on prend aujourd'hui. les mesures, vous avez vu que le Rwanda a reculé ou qu'il a quitté le territoire ou quoi que ce soit. Ça, c'est des déclarations. Entre les déclarations et les faits. Les faits est qu'ils occupent. C'est ça les faits. Ils occupent, ils arment et tout ça. Maintenant, le reste, c'est des déclarations. On ne peut pas se contenter des déclarations. Parce que si les Américains le décident aujourd'hui, ce soir, les troupes rwandaises là quittent le Congo. Parce que c'est eux qui décident, ceux qui ont installés. Donc, je veux dire que, soit que nous cherchons sur le plan stratégique, comment nous pouvons de notre côté aussi, à notre tour, inquiéter ces puissances occidentales. Quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, pour qu'on puisse mettre fin à la situation. Et tant qu'on ne fait pas ça, il n'y aura rien. Voilà, justement, ce qui nous amène à parler un peu des pistes de solutions, c'est-à-dire quelles solutions pour mettre définitivement fin à cette guerre, pour le retour de la paix à RDC, on en parle. Alors, vous avez proposé une piste, c'est-à-dire il faut chercher les points forts et les points faibles de la communauté internationale. Oui. Pour agir comment, par exemple? Par exemple, Oui. un des points de talons d'Achille des pays occidentaux, c'est la démocratie. N'est-ce pas? Il y a la démocratie là-bas. C'est-à-dire qu'il y a la presse, il y a les populations et tout. On doit s'interroger. Ce n'est pas parce que notre président ou nos ministres vont là-bas, vont parler avec le président là-bas qu'il va changer, puisque eux, ce sont ceux qui sont derrière. Mais par contre, le mouvement social en Occident est important, il est puissant. Qu'est-ce que nous faisons pour mobiliser? Parce que les populations restent les populations. Si les populations des pays occidentaux découvrent ce qui est en train de se passer chez nous, comprennent ce qui est en train de se passer chez nous, ils vont se lever et les dirigeants vont faire un pas en arrière parce qu'ils vont craindre, parce qu'il y a la démocratie. Donc, moi, je veux dire que, en fait, au lieu de perdre tous ces millions qu'on a dépensés dans les avions et tout le reste, on devrait organiser une offensive vers les mouvements sociaux en Occident. Ça, c'est côté Occident. En dehors de ce que nous devons faire au niveau militaire chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, le chef de l'État s'adresse à sa population pour lui rappeler qu'on a... Mais il l'a fait. Il a fait quand? Il l'a fait. Il a fait quand? Il l'a fait, il a parlé à la population quand Goma est tombé, quand Goma a été récupéré par l'ennemi. Il a parlé à la population. Vous n'aviez pas suivi? Écoute, quand je parle
de la population, s'adresser à sa population, de dire que nous sommes en guerre. C'est de demander par exemple que chaque province de la RDC donne 10 000 jeunes pour renforcer notre armée. Mais c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Vous n'avez pas, vous ne suivez pas, monsieur Koné. C'est pas comme ça. Les recrutements se font dans chaque province aujourd'hui, dans chaque territoire aujourd'hui. Le président du parti politique qui va faire un meeting ou intégrer la... Mais au nom de qui? Non. Au nom du chef de l'État. Suivant le mot d'ordre du chef de l'État. Moi, j'ai dit ceci. Hein. On a décidé, par exemple, hein, que dans chaque territoire de ce pays, on aménage une ferme agro-pastorale de l'armée qui sert en même temps d'un centre de recrutement des jeunes. Et les jeunes, si on parvient à obtenir qu'on ait 10 000 jeunes chaque année pour l'armée, ça nous fera 260 000 qu'on va s'ajouter à ce que nous avons déjà. Et au bout de 2-3 ans, on aura... Déjà, si on a 260 000... Ça, c'est à long terme, donc. C'est une projection à long terme. Non, mais pas nécessairement. Pour cette année, c'est pas long terme. Cette année, c'est cette année. C'est-à-dire que c'est la mobilisation. La mobilisation, c'est pas dans un meeting qu'on va comme ça. Oui, c'est bien de parler comme ça, mais je pense que la mobilisation, elle est organisée. Le recrutement est organisé au niveau national, dans toutes les provinces. Il y a un centre un ou plusieurs centres de recrutement, même dans les territoires, pour mobiliser les jeunes, pour les former. Il faut troquer certains de nos minerais contre les armes, parce que nous devons nous équiper. Ce n'est pas de l'Occident qu'on peut obtenir les armes, parce que c'est l'Occident qui est derrière le Rwanda. Donc, c'est-à-dire que pour ça, il faut qu'on ait des dirigeants, des leaders politiques, des dirigeants politiques du pays qui soient suffisamment patriotes, suffisamment indépendants, suffisamment courageux que pour affronter, donc pour s'opposer à ce que l'Occident veut. Par exemple, sous le régime passé, il s'est posé le problème de code minier. L'ancien code minier nous octroyait 2% de les redevances. Le nouveau code minier nous accordait 10% pour les minerais stratégiques, ce qui est très très important pour nous. L'Occident, les puissances occidentales, les puissances minières, les multinationales ont débarqué ici pour que le président de la République ne promulgue pas le nouveau code-là. Ils ont passé la nuit ici. Et malgré toutes les pressions, les géants, quand vous savez que Glencore, par exemple, c'est 200 milliards de dollars qui font un chiffre d'affaires par an, ces géants miniers-là, ici, n'ont pas réussi à infléchir les dirigeants de l'époque, n'est-ce pas? Et le code minier est resté. Il en a été de même pratiquement de contrats chinois. Vous voyez un peu, c'est-à-dire pour les intérêts du Congo, on va pas... Justement, l'actuel président est justement dans cette logique-là, dans cette logique de la continuité. Alors, moi, vous avez parlé... Moi, je n'ai pas l'impression. Donc, vous avez parlé, il faut peut-être bien analyser ses actions, peut-être Oui. vous allez le comprendre. Alors, Oui. vous avez parlé nous parlons des solutions pour la paix. Alors, je pose une question. Dans la recherche de cette solution pour le retour de la paix, il y a l'Église catholique et l'Église protestante qui ont initié des rencontres aujourd'hui, où je vous parle. Je crois qu'ils ont été reçus par le président angolais, João Lourenço. Ça a fait jaser au niveau interne. Et à votre niveau, quelle est la lecture que vous faites? Quelle est votre appréhension par rapport à cette démarche de père de l'Église? Moi, je ne voudrais pas me laisser distraire par ça. Je sais que les Romains disaient déjà si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Si vous ne pouvez pas élever des chèvres et des poules dans votre enclos et ne pas sécuriser contre les bêtes carnivores, vous ne pouvez pas avoir dans votre maison de l'or et d'autres éléments de valeur sans sécuriser votre maison. Pour le moment, le Congo n'est pas sécurisé. Nous ne sommes pas sécurisés. Alors, tant qu'ils ne sont pas sécurisés, le reste, c'est la distraction. Parce que tous ces pays, Angola, Rwanda, Burundi,
que dans tous les autres. Tous ces voisins sont des potentiels agresseurs de la RDC. Parce qu'entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Et tous, ils ont intérêt à ce que, ils ont intérêt au minerai du Congo. Donc, la question est de nous sécuriser, de nous protéger avec une très 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 forte armée, bien entraînée, bien équipée, pour dissuader. Donc, c'est pas tout ça. Je comprends les évêques, mais nous ne sommes pas l'Église. Mais vous n'êtes pas l'Église, mais ils sont quand même en train de voir tout le monde, ils sont accueillis par tout le monde, ils donnent le point de vue et je pense qu'ils feront rapport au chef de l'État pour une solution plausible, vous ne pensez pas? Je ne compte pas beaucoup dessus. Moi, je vais voir les initiatives, d'une part, encore une fois, en matière d'armée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous faisons pour notre armée? Qu'est-ce que nous faisons pour notre armée? On répète à longueur de journée que voilà, notre armée est infiltrée. Très bien, bravo. Mais ça fait depuis autant d'années. Qu'est-ce que nous avons fait pour exfiltrer? Vous avez vu quand il y a mixage, brassage tel que conçu par l'ancien régime dont vous venez d'évoquer tout à l'heure. Non, je pense que ce ne faut pas faire de l'injustice. Brassage et mixage, ce sont des choses qui ont été décidées à Sun City. Ce n'est pas le fait du régime. Vous avez le MLC. Vous êtes un défenseur de l'ancien régime ou quoi? Non, mais pourquoi? Bon, je referme la parenthèse. On peut être objectif, hein? Oui. On peut être objectif. Parce que sinon, alors on se lance dans le dialélo. Il y avait le MLC, il y avait le RCD, et quand on a négocié là-bas, on a dit qu'on intégrait ces forces. C'est là que ça vient. Justement, aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a trop de défections, notamment par justement ces militaires de FRDC, mais d'origine un peu rwandophone. Vous le savez. Alors, là, c'est pas un fait qui déstabilise un peu l'armée, puisque selon vous, la solution est seulement militaire. Oui, mais elle est militaire. C'est-à-dire que depuis longtemps, si on avait commencé, la technologie aujourd'hui le permet, si on avait commencé à faire un effort en matière d'identification et de sanctionner, quand on attrape un traître à l'armée, on sait comment on le traite, n'est-ce pas? Alors, il y a des gens qui ont refusé l'armée d'eux-mêmes. Mais on n'a rien fait. On n'a rien fait. Moi, je n'ai pas encore vu un procès de militaires qui ont été, ou des officiers ou quoi, qui ont été... Ça va commencer aujourd'hui, je vous parle. Bon, c'était prévu pour aujourd'hui, le 10 mars. Mieux vaut tard que jamais. Mais à mon avis, il aurait fallu tout simplement mettre à la retraite tous les généraux d'abord. Tous les généraux mettre à la retraite anticipée. Quitte progressivement à repêcher l'un ou l'autre. Parce qu'on sait que c'est pourri à ce niveau là-bas. Donc, il y a des mesures radicales. Quand on a une situation comme celle-ci, il faut des mesures radicales. Et il n'y a pas eu ces mesures radicales. On le paye. Par exemple, on nous dit, voilà, le président se plaint, c'est qu'on lui avait dit qu'il y avait 20 000 hommes, alors en réalité, il n'y en a que 10 000. Très bien. Mais il y a des rapports écrits, n'est-ce pas? Donc, les personnes qui ont fait ces faux rapports doivent être sanctionnées. Justement, le procès commence aujourd'hui. Ou les interpellations ont commencé. Très sévèrement. Ça, c'est un. Deux. On dit, on donne des ordres de repli. À Bunagana, oui, on a fait repli stratégique. Là-bas, repli stratégique. Bien. Qui donne cet ordre-là? Qui a donné? Parce qu'il y a, nous sommes à l'armée, il y a les ordres pour identifier éventuellement d'où ça vient. Ou bien c'est au sommet du chef de l'État et entre dans la descente. Le chef de l'État n'est pas sur le champ de bataille avec les généraux. C'est ça que j'ai dit. C'est pas un militaire qui fait la stratégie militaire pour dire non, voilà, au niveau de Bunagana, je vous ordonne par ordonnance présidentielle. Pas du tout. Tout à fait d'accord. La question est, qui a ordonné le repli? Ça, c'est un. C'est ça qu'on va savoir à travers les différents procès. Le repli n'est pas un péché. C'est-à-dire que si à un moment donné, la force de feu de l'ennemi est très forte, on peut se replier. On se replie pour attendre les renforts en hommes et en armes pour contre-attaquer. Mais si ces renforts ne viennent pas, alors on continue à se replier, ainsi de suite. On nous dit, voilà, il y a des salaires qui ont été envoyés, l'argent n'est pas arrivé. Très bien. À quel niveau ça a été détourné et quelles sanctions on a prises? La question est là. Donc, pour moi, le minimum qui pouvait être fait au niveau de l'armée, on ne l'a pas fait. Ni en termes de discipline ou de contrôle de l'action de l'armée. La DEMIAP, elle sert à quoi? C'est son travail, non? Identifier
les activités antipatrie, donc des personnes qui s'infiltrent. Ce n'est pas pour s'occuper des civils d'abord. Donc, les personnes qui sont infiltrées. Vous ne pouvez pas aller à la guerre avec des infiltrés parmi vous. Quand on en attrape un, on le punit très sévèrement. Et dans l'armée, qu'est-ce qu'on fait? On fusille. Alors, c'est ça la discipline de l'armée. D'une part en termes de discipline, d'autre part en termes de recrutement et en termes d'armement pour créer les conditions de dissuasion. Mais même alors, ça ne suffit pas encore puisque celui qui fait la guerre est autre. Qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis de l'Occident? L'Occident, il a besoin de nos minerais. Il a besoin de notre cuivre, de notre combat. Oui, on va arriver à ce niveau-là. Je crois que je vous poserai la dernière question par rapport à ça. Mais maintenant, là, et justement dans cette recherche de solutions, à l'interne, il se pose un problème de cohésion. Vous en parlez. Il faut cimenter la cohésion nationale et le chef de l'État a promis la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Vous ne pensez pas que ce soit l'une des solutions pour justement amener au retour de la paix pour éviter des trahisons à l'interne, selon moi? vous? J'appelle ça une fuite en avant. Fuite en avant encore? J'appelle ça une fuite en avant. Expliquez-nous, oui. Je m'explique. Le président de la République a une majorité de plus de 90% au Parlement. 90%. C'est presque jamais vu dans ce pays. Donc quand vous avez un gouvernement avec une majorité de 90%, vous pouvez décider. Quand on sait la cohésion, c'est quoi? C'est pour être en mesure de décider. Alors, décider? Pourquoi vous ne décidez pas? Il faut décider. On est en train de voir que c'est pour ça que vous avez les choses de mandat. Vous avez la signature de la République. C'est pour décider. Qu'est-ce que nous faisons en termes avec l'armée, en termes de recrutement, en termes de salaire, en termes de social des militaires. Non, moi je suis plus clair là. C'est à la recherche de la cohésion nationale à l'interne. Mais vous ne pouvez pas obtenir une cohésion nationale. Le pouvoir en place est en grande partie responsable s'il n'y a pas de cohésion en interne. Je veux dire quoi? Je veux dire, vous ne pouvez pas avoir des scandales comme nous avons entendu à gauche à droite avec le forage et tout le reste de centaines de millions qui s'envolent à gauche à droite, sans qu'il y ait un procès, sans qu'il y ait de condamnation, sans quoi que ce soit. Mais il y a eu de procès, M. Corday. Vous suivez l'actualité? Je suis l'actualité. Alors, il y a eu de... Si vous parlez de forage, il y a eu de procès. Il y a eu un procès, il y a eu des condamnés. Il y a aussi eu, je crois, quelques libérés. Ce qui est tout à fait normal, c'est un processus. Oui, c'est un processus, oui. Vous êtes d'accord avec moi que ce soit pour le forage, les lampadaires... Le gouvernement d'union nationale, ça va apporter une solution? Mais non, au contraire. Moi, je pense qu'à la place du gouvernement d'union nationale, nous avons besoin d'un gouvernement de guerre. Un gouvernement de guerre, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. C'est un gouvernement pour lequel le chef de l'État s'assume pleinement, identifie M. Moulouba, M. tel, pour des raisons particulières de courage politique, de patriotisme, de tout ça. On vous fait appel à vous spécialement. Vous faites partie de ce gouvernement, peut-être 25 ou 30 personnes. Un gouvernement de guerre, c'est ça qu'on a besoin, pas d'un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement d'union nationale aura pour tâche justement de tout faire pour gagner cette guerre. Non, pour ça il faut un gouvernement de guerre. Un gouvernement de guerre avec un général. On va se discuter sur la dénomination ou bien sur le travail que doit faire un gouvernement. Un gouvernement d'union nationale, c'est quand on n'a pas la majorité, vous pouvez faire un gouvernement d'union nationale. Dans le cas présent, le pays est agressé. Des pans entiers de notre territoire sont occupés par l'ennemi. On a besoin d'un gouvernement de guerre. Avec à la défense un général, avec à l'intérieur la même chose, avec un gouvernement très resserré, avec des patriotes avérés, des gens qui ont montré leur patriotisme dans ce gouvernement. À ce moment-là, peut-être, et qui comprennent les jeux et les enjeux, qui comprennent, qui identifient l'ennemi. Vous comprenez? Si vous êtes un gouvernement national avec ceci qui est à gauche, d'autres à droite, d'autres en haut, d'autres en bas, il n'y aura rien. On a besoin d'un gouvernement de guerre, 25-30 personnes maximum. C'est ça qu'on a besoin. Bien choisi par leur qualité, indépendamment des partis politiques. Ce n'est pas un gouvernement de partis politiques. Un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement de partis politiques. Ici, indépendamment des partis politiques, on choisit les hommes, qu'ils soient ici, qu'ils soient au fin fond. Mais on a presque essayé avec les provinces du Nord Kivu, la province de l'Ituri, où on a nommé les gouverneurs militaires et puis les policiers. Mais voilà, la province du Nord Kivu a été...
les villes sont tombées avec les mêmes responsables. Oui, non. Donc, moi je pense, dans une de mes... Donc le fait pour moi, par exemple, de dire non, voilà un gouvernement de guerre, on nomme un général à la tête du gouvernement, peut-être ça peut pas changer grand-chose. Un civil peut mener des actions de grande envergure pendant cette période. Pas nécessairement le gouvernement. J'ai parlé d'abord, moi, prioritairement du ministère de la Défense. Un premier ministre est d'abord avant tout coordonnateur de l'action gouvernementale. Donc, si les ministres qui sont choisis sont des personnes qui sont choisies, une tout personnage qui n'a pas leur qualité propre, dont le patriotisme, dont quand vous voyez la figure, vous savez que celui-là, vous identifiez. À ce moment-là, peut-être, et surtout des gens qui comprennent l'enjeu. Si c'est des gens qui viennent pour chanter reprise stratégique, et ainsi de suite, et des narratifs, et j'en passe, ça n'a rien à voir. On a besoin de vrais ministres combatifs qui comprennent le jeu, comprennent les enjeux, et à ce moment-là, nous avons un gouvernement qui est compact, qui est resserré, avec tous des ministres qui regardent dans une même direction. Là, on peut espérer des résultats. Si vous venez avec une mastodonte de gouvernement national, il n'y a aucun résultat. Il n'y a pas de problème de cohésion nationale parce que le gouvernement a une majorité de... Justement, et pour justement cimenter cette cohésion nationale, il y a eu quelques remous au sein de la famille politique du chef de l'État et puis il a envisagé une restructuration à l'Union sacrée de la nation avec 40 nouveaux responsables. Tout ça, ça contribue justement à étoffer la famille politique du chef de l'État en vue d'étoffer à son tour la cohésion nationale et on a de nouvelles forces pour combattre l'ennemi, n'est-ce pas? Je n'ai jamais compris pourquoi le chef de l'État a donné un coup de pied dans l'UDPS. Voilà une machine politique, idéologiquement armée, présente sur l'ensemble du territoire national dans toute la diaspora. Mais comment vous pouvez affirmer que le chef de l'État a donné un coup de pied à l'UDPS? Non, le parti là, il vit. Le parti n'est pas là. Vous le dites justement par... je ne veux pas m'attaquer à vous, je n'ai pas le droit, mais vous avez, par regret, puisque on vous a fait partie de l'UDPS. Après, même du vivant d'été Tshisekedi. Je pense que les téléspectateurs... C'est une parenthèse que j'ouvre, que je referme très rapidement. Je pense que les téléspectateurs, comme les membres de l'UDPS, nous suivent, n'est-ce pas? J'ai dit que, j'ai toujours répété, même sur votre plateau, j'ai dit plusieurs fois que l'UDPS n'est pas au pouvoir. Félix Tshisekedi, le président de la République, il a fait venir ses amis pour former le gouvernement, pour gérer comme ils ont géré. Je n'assume en rien la gestion actuelle. Mais puisque vous n'êtes plus de l'UDPS, comment pouvez-vous l'assumer aujourd'hui alors que vous n'êtes plus? Depuis quand je ne suis pas de l'UDPS. Je suis de l'UDPS de cœur, de chair, de sang et de tête. Je suis pleinement de l'UDPS. Donc, allez participer aux réunions à l'imiter à la 10e rue. Depuis quand vous entendu parler que tienne un congrès? Alors, je vais participer aux matinées organisées par... Bon, on en parlera à une autre occasion. Là, on parle... C'est très bien. Donc, pour dire que on a besoin d'une machine politique. Il avait besoin d'une machine politique avec des antennes sur l'ensemble du territoire national et dans toute la diaspora, qui aurait pu faire le travail que j'ai dit là, à l'extérieur, là, sans qu'il ait besoin de faire 1000 voyages à l'extérieur. Nous avions des gens, je pense, qui ont fait ce travail-là, et nous l'avions fait dans le temps. Ici, l'ensemble du territoire, pour mobiliser. On a besoin de mobiliser pour montrer la force. Vous avez parlé de certaines positions qui sont prises à l'extérieur. Je vous dis que, je peux me tromper, mais la descente dans les rues de Kinshasa, des jeunes, âgés pour beaucoup. Pourquoi? Parce que, enfin, les populations là-bas en Occident ont vu les images et ils ont vu à certains endroits leurs ambassades brûlées. Et pour eux, c'est choquant, c'est très choquant. Donc il faut que les Congolais aient une telle colère pour faire ça. Ils ont vu ça. Et plusieurs députés dans tous les parlements, ils ont bougé. Même là où nos gens n'ont jamais été, ils ont bougé. Et malheureusement, comme on a des ministres qui ne comprennent pas les jeux politiques, notre ministre des Informations, je ne sais pas comment vous l'appelez, lui, il a demandé que... ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas le ministre de l'Information qui décide. C'est le gouvernement qui estime qu'on doit mettre fin. Le gouverneur de la ville a interdit les manifestations, ce n'est pas le ministre de l'Information. Une aberration totale. Une aberration... Non, mais puisqu'il y avait des dérapages. Quel dérapage? On a tué qui? Ça a dérapé. On a tué qui? On a tué qui? On a tué qui?
Je voudrais te rappeler qu'il y a eu des milliers de morts à Goma. On a tué qui ce jour-là? On a tué personne. Les gens... Le fait de brûler les ambassades occidentales, c'est une bonne chose selon vous? Je ne dis pas que c'était une bonne chose. Mais par rapport à une dizaine de billets de Congolais qu'on a tués à Goma, je pense que ça devait être plus révoltant. Et curieusement, nous n'en parlons pas, mais nous avons parlé concernant les ambassades mondiales. On a brûlé les ambassades, on a attaqué les ambassades. Sur toutes les chaînes, on a parlé des ambassades. Mais les dizaines de milliers de Congolais qu'on a tués, ça, c'est pas important. Je connais le monde occidental, les pays occidentaux là-bas. Je vous assure que l'opinion publique là-bas, contrairement à chez nous, justement, alors maintenant... Et les marches des jeunes, oui. Et ce que vous avez vu là, là-bas, ça fait bouger parce que les populations ont demandé des comptes à leurs élus. Justement, voilà pourquoi je vous pose la dernière question. Que faire maintenant par rapport à cet Occident-là qui arme le Rwanda pour piller les richesses, pour occuper la RDC? Quelle est la stratégie maintenant pour contrer? En interne, il y a deux volets. Donc j'ai dit bien sûr, il y a le volet militaire. Nous pouvons déployer dans la partie est de notre pays au moins 30, 40, voire 50 000 soldats dans cette partie est. Nous pouvons troquer certains de nos minerais contre, auprès des pays qui fabriquent les armes, qui ont besoin de nos minerais. Quels qu'ils soient, on s'en fout, nous avons notre mission, c'est de sauver les Congolais. Avec ça maintenant, nous pouvons créer les conditions dans l'est du pays d'une certaine sécurité. À l'externe maintenant? À l'externe maintenant, nous avons besoin de travailler avec les opinions publiques de ces pays-là. C'est vers ces opinions que nous devons faire. Ça, c'est un côté. L'autre côté, côté minerai, puisqu'ils sont très très sensibles côté minerai, nous devons mettre l'accent sur la possibilité de dire que, bon, écoutez, puisque les choses évoluent comme ça, pendant X temps, tel minerai, contre, nous suspendons notre production. Si on prend de telles mesures, et ils sont affectés. Si leurs intérêts, si on décide aujourd'hui que Air France ne peut pas atterrir ou que Sabina ne peut pas atterrir, ça les affecte. C'est-à-dire que ça ne va pas seulement affecter, ça va aussi affecter nous les Congolais, puisque nous voyageurs également. Non, c'est pas ça. Dès lors qu'on n'a pas une entreprise, par exemple, de cette envergure, ça va nous affecter également. Il y a beaucoup d'autres compagnies. Symboliquement, je veux dire quoi? Il n'y a pas match, comme on dit. C'est-à-dire que vous le touchez au portefeuille. Quand vous le touchez au portefeuille, ça a des conséquences sur le plan social là-bas. Et là, les gens bougent. Donc comprenons que si on travaille, on mobilise les populations là-bas, au travers du mouvement associatif, si on les touche à leur portefeuille là-bas, et avec des conséquences sur le chômage et j'en passe, et si en interne, on mobilise les populations, et si on daigne donner le moyen pour redresser ces grands partis politiques qui a fait la fierté et en qui le peuple congolais a passé ses espoirs, c'est-à-dire l'UDPS, je pense que les choses peuvent évoluer autrement. On a besoin de ça. Voilà, merci beaucoup. Mais qui va donner les moyens pour organiser un parti politique qui est un fait privé? L'argent va venir d'où? Sinon des cotisations de militants de ce parti politique. C'est ça, en tout cas. Je crois qu'on va finir l'émission. Oui, les militants, les ministres, le président de la République, de sa propre poche. Hein, je parle pas. Ça c'est privé, c'est à l'interne. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement, avec l'État congolais, tout ça. C'est un fait privé, un parti politique. C'est un fait privé, oui, mais chacun a une poche privée aussi. Voilà. Mesdames, Messieurs, en tout cas, ça n'est fini avec cette livraison de mise au point. Nous recevions pour vous ce soir M. Corneille Mulumba, pionnier de l'UDPS. Il a travaillé aux côtés de Étienne Tshisekedi Mulumba. Aujourd'hui, il est un homme politique, mais un peu en froid avec son parti, l'UDPS, puisqu'il ne s'est plus arrivé à la 10e rue. Alors, je pense qu'il va avoir quelque chose à dire. Il le dira prochainement. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se revoit prochainement avec un autre numéro. Au revoir.